Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Le gouvernement a donc décidé de reconduire Guillaume Pepy à la tête de la SNCF pour un nouveau mandat de 5 ans. Pendant ces 5 années, Guillaume Pepy devra mettre en œuvre la réforme ferroviaire voulue par le gouvernement et qui vise à unifier au sein d'un même pôle public la SNCF et les entités gestionnaires du réseau ferroviaire. Mais avant cela, sa nomination doit recevoir le feu vert des députés mais aussi des sénateurs. C'est pour cela qu'ils auditionnent Guillaume Pepy, 54 ans, qui est entré en 1988 à la SNCF et qui dirige cette société depuis 2007. Tout de suite donc son audition. Bon après-midi à tous. Mes chers collègues, bonjour. Merci de votre présence. Pour un certain nombre de nos collègues, eh bien, ils arriveront au fur et à mesure qu'ils vont rejoindre la capitale, puisque aujourd'hui, 19 mars, il y avait un certain nombre de manifestations partout. Alors, nous sommes, vous le savez, réunis aujourd'hui pour l'application d'une procédure que nous connaissons très bien dans cette commission, puisque ça fait quand même un grand nombre d'auditions que nous venons de faire et qui sont en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Et à ce titre-là, nous devons procéder à l'audition de M. Guillaume Pepy, que je salue, que nous accueillons, candidat désigné aux fonctions de président de la SNCF. Cette nomination par décret au Conseil des ministres ne peut en effet intervenir qu'après l'audition du candidat devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, auditions qui doivent être suivies d'un vote. Les modalités de cette audition et du vote ont été précisées par la loi organique du 23 juillet 2010 et la loi ordinaire de la même date. Il est ainsi prévu que l'audition est publique, elle est également ouverte à la presse. À l'issue de cette audition, je raccompagnerai M. Pepy et demanderai aux personnes extérieures de bien vouloir quitter la salle afin que nous puissions procéder au vote qui se déroulera à bulletin secret, comme le prévoit l'article 19 bis de notre règlement. Je vous rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement doit être effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous confirme que l'Assemblée nationale procédera à l'audition de M. Pepy après nous à 17 h. Enfin, je vous rappelle qu'en application de l'article 13 de la Constitution, il ne pourrait être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Voilà pour le rappel du cadre de notre audition. Et bien sûr, maintenant, je pense qu'il est inutile que nous fassions un rappel du parcours et du CV de M. Pepy, que nous connaissons bien tous et que nous avons déjà reçu, bien sûr, ici au Sénat. Je crois que, donc, on va tous être directement très intéressés par ce qu'il va nous dire, bien sûr, puisqu'il postule à sa succession. Et donc, nous sommes évidemment très curieux de savoir si, donc, une fois qu'il aura pu faire le bilan de son précédent mandat, il nous parle surtout de l'avenir et bien sûr cette feuille de route qu'il a certainement déjà dans sa tête qui nous intéresse. Alors, en quelque sorte, on aimerait savoir comment vous envisagez notamment la réforme du secteur ferroviaire, la préparation de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire européen, qui est désormais acquise pour 2019. Comment vous comptez effectivement aussi améliorer la rentabilité de l'entreprise, condition déterminante au problème de la résorption de la dette qui s'accroît malheureusement et qui aujourd'hui représente plus d'1 milliard d'euros par an. Je rappelle d'ailleurs que cette dette ferroviaire atteint au total près de 40 milliards si l'on cumule la dette de la SNCF et la dette d'RFF. Autre question, avez-vous l'intention de revoir le périmètre de l'entreprise qui recouvre de nombreuses activités et pas loin de 900 filiales? Quel sera l'avenir des trains d'équilibre du territoire, régis par une convention entre l'État et la SNCF, qui, je le rappelle, arrivera à son terme à la fin de l'année? Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la SNCF et les régions? Vaste problème. Où en sont vos projets de régionalisation et de l'organisation de votre entreprise, dont vous nous aviez beaucoup parlé lors de votre dernière audition? Bien sûr, que comptez-vous proposer pour redresser l'activité du fret de la SNCF? Vous savez qu'au titre de notre compétence aménagement de territoire, c'est un problème sur lequel
Nous avons tous des idées, nous avons tous des problèmes. Alors, je demande à mes collègues, même si c'est un très gros effort, de garder ces questions pour une autre audition. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons surtout, notre mission est de surtout écouter M. Pépi au titre de sa candidature. Et donc, il n'est pas interdit de poser quelques questions, mais ce n'est pas le sujet essentiel de cette audition. Je sais que c'est un gros effort que nous vous demandons, mais il faut avant tout assurer l'audition pour le vote qui s'ensuit. Ensuite, donc, vous avez parlé évidemment de la mise en place d'un cadre social harmonisé dans le cadre probable du regroupement de la SNCF Infra et des RFF. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et enfin, on oublie souvent, et vous l'aviez aussi beaucoup rappelé, que votre groupe est très présent à l'international. Et donc, quelle est votre stratégie à cet égard? Donc, voilà autant de sujets qui, aujourd'hui, vont vous permettre de nous donner à la fois votre vision et puis, je n'en doute pas, faire émerger cette motivation qui vous anime, que nous connaissons bien, pour postuler pour une nouvelle mandature à ce poste très important. Voilà, Monsieur Pépi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux saluer toutes les sénatrices et sénateurs présents et vous dire d'emblée que c'est évidemment un très grand honneur de me présenter devant vous cet après-midi pour cette audition. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs auditions dans la Haute Assemblée. Celle-ci est un peu particulière, vous en avez rappelé le contexte. Et je veux vraiment souligner que la SNCF étant aujourd'hui une des toutes premières entreprises publiques nationales, le fait de se voir proposer la direction de cette entreprise, c'est évidemment une responsabilité très particulière et un très grand honneur. Je pense que dans cette responsabilité, le lien avec les grands élus, avec les parlementaires, le lien avec les autorités organisatrices a une dimension tout à fait particulière. Sur les 34 milliards de chiffre d'affaires de la SNCF, il y en a la moitié qui sont faits aujourd'hui dans du service public contractualisé avec les régions, la région Île-de-France, l'État et d'autres collectivités, agglomérations, communes. Et donc, au fond, la moitié de l'activité de la SNCF est directement reliée aux décisions politiques prises par les élus et les collectivités. Ayant dit ça, comme vous m'y invitez, Monsieur le Président, je propose de prendre la parole 10 à 15 minutes pour répondre aux deux séries de questions que vous aviez soulevées, c'est-à-dire d'une part, dans quel état aujourd'hui est l'entreprise. Je suis évidemment le plus mal placé pour m'exprimer sur mon bilan. Je pense que ça, c'est plutôt aux parlementaires et à d'autres de le faire. Mais en revanche, je peux donner quelques éléments sur la situation de l'entreprise et puis évidemment vous dire quelle est la vision d'avenir que je propose. Mais c'est une vision que je propose car aussi bien avec le gouvernement qu'avec le Parlement, il y a des moments précis où ces propositions seront examinées, challengées, amendées dans tel ou tel sens. Donc je ne parle que de mes propositions. Donc pour être court et laisser le maximum de place aux échanges, quelques mots sur la situation. D'abord la carte d'identité. Cette entreprise a beaucoup changé d'envergure. Elle est sans doute aujourd'hui la 17e ou la 18e entreprise française avec un chiffre d'affaires de 34 milliards. Nous sommes le numéro 2 mondial des services de mobilité. Le numéro 1, c'est la Deutsche Bahn. Et nous avons 250 000 salariés, 150 000 cheminots et 100 000 salariés qui exercent leur activité dans d'autres secteurs que le rail. Nous avons les 3/4 de notre activité en France et 1/4 de notre activité en Europe et dans le monde. Et puis pour donner quelques indications, notre marge opérationnelle est de l'ordre de 9,5%. Il faudrait qu'elle soit supérieure à 11% pour que nous soyons, entre guillemets, confortables. Donc il nous reste de la marge à conquérir. Nous avons évidemment un résultat positif qui a été cette année de 700 millions d'euros, ce qui a permis de verser un dividende à l'État de 200 millions d'euros. C'est la 5e année consécutive que nous versons un dividende à l'État. Et d'autre part, nous avons versé un dividende salarial à chacun des 150 000 salariés cheminots de 364 euros. Mais ce que je retiens dans cette carte d'identité, c'est plutôt le montant des investissements. On a investi ces 5 dernières années 13 milliards d'euros
C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'entreprises qui réduisent leurs investissements en période de crise, nous les avons augmentés grâce au plan de modernisation du réseau, grâce aux régions et à l'achat de nouveaux trains. Et cette année, 2013, c'est un pic historique d'investissement. On atteindra 2,5 milliards d'euros d'investissement. Voilà quelques mots donc de la carte d'identité. Peut-être un petit mot sur nos trois métiers principaux que vous avez repris, Président. Le fret, la logistique, les voyageurs et la gestion des réseaux. Alors, sur fret et logistique, c'est un métier de 9 milliards d'euros sur les 33, qui comporte, c'était la mission que j'avais reçue dans mon premier mandat, la création d'un champion français de la logistique au plan international. Ce champion s'appelle Géodis, c'est le 4e européen. Ce qui est intéressant dans cette position, c'est que les 3 premiers sont allemands et qu'il avait été demandé que la France ait un champion de la logistique au service des industriels français. Donc nous avons rempli cette mission. Il y a eu 2 crises importantes en 2009 et en 2012 sur les volumes qui font que la rentabilité n'est pas aujourd'hui suffisante et qu'il faut donc que nous reprenions là-dessus l'amélioration de nos résultats opérationnels. Au passage, ce champion de la logistique s'appelle Géodis, par exemple, fait 1 milliard de facturation à l'industrie automobile française et européenne. Nous sommes donc le bras armé de l'industrie automobile européenne. Deuxième métier, toujours dans le fret et la logistique, le métier du transport ferroviaire de marchandises. Ça représente 2 milliards d'euros. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, l'environnement a complètement changé. Arrivée de la concurrence en 2007, cette concurrence a plutôt été un échec parce qu'elle n'a pas été correctement préparée et parce qu'elle s'exerce dans des conditions qui ne sont absolument pas équitables. Au total, la part du fret, il y a 19 opérateurs en France, nous sommes un des 19, le plus important, mais nous sommes un des 19, a décru ces dernières années. Et donc, nous sommes devant 2 défis. Le premier défi, c'est de repartir dans le développement. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. Il faut pour ça des infrastructures dédiées, il faut pour ça des conditions de concurrence loyales, et il faut pour ça un cadre social qui soit harmonisé. Et puis, la deuxième condition, c'est les efforts propres de la SNCF pour s'améliorer, changer son organisation, être plus souple, être plus réactive, mieux correspondre aux attentes des clients. On a des indices positifs, par exemple la satisfaction des clients de fret SNCF a augmenté de 10 points ces 2 dernières années. On est loin des légendes qui couraient sur les wagons perdus, les trains qui n'arrivent jamais, les délais gigantesques et les vitesses très très basses des trains de fret. Deuxième métier, deuxième grande famille de métiers, le transport de voyageurs. Là, on a, je pense, collectivement une vraie satisfaction, c'est que notre pays, la France, est le 2e consommateur de trains en Europe. Alors, champion de toute catégorie, les Suisses. Mais juste derrière les Suisses, ceux des Européens qui prennent le plus de trains, c'est les Français. Et au plan mondial, nous sommes 3e, les Japonais, les Suisses, les Français. Et donc, pour l'ensemble de nos concitoyens, le train, c'est absolument vital. Et la modernisation du train, c'est une priorité absolue. Là-dessus, je pense que chacun a senti que les priorités de la SNCF avaient beaucoup changé ces dernières années. On n'est plus dans le tout TGV. On est passé avec une priorité absolue qui sont l'amélioration des services publics de la vie quotidienne. Ceux qui sont utilisés par presque 4 millions de Français tous les jours sur le territoire et qui permettent d'aller à l'école, au collège ou au travail et qui sont au service de tous. Je pense qu'on est assez fiers ces dernières années d'avoir réussi, avec nos collègues de RFF, la grande bascule horaire qui a eu lieu l'année dernière puis cette année. Mais nous avons un nouveau défi, j'en dirai quelques mots, qui est la gestion du gigantesque montant de travaux, qui est une bonne chose, qui aujourd'hui ont lieu sur le territoire. Je vous le disais il y a un instant, priorité au transport de la vie quotidienne, en Île-de-France, modernisation des RER, en région, modernisation des TER, en partenariat avec les régions qui ont fait un effort gigantesque de 7 milliards d'euros d'achat de matériel neuf. Vous l'avez cité, les trains d'équilibre du territoire, une convention qui a été signée il y a maintenant 2 ans. Nous avons proposé au gouvernement de la prolonger d'1 an pour que nous puissions réfléchir
et les pouvoirs publics et l'entreprise sur l'avenir de ces trains d'équilibre du territoire, qui sont des trains extrêmement importants, puisque ce sont ceux qui desservent la plupart des villes moyennes. Enfin, dernier mot sur les transports de voyageurs, les gares. Après un rapport remarqué de Fabienne Keller, une loi au RTF qui a été adoptée dans ses murs en 2009, nous avons créé une activité de gare bien isolée, bien identifiée, et nous avons un projet, c'est que ces gares soient des gares multimodales, donc de tous les modes de transport, et pas seulement des gares du train, et d'autre part que ce soit des nouveaux centres-villes, c'est-à-dire qu'au fond, on cesse d'avoir ces zones en mauvais état, un peu abandonnées, ces délaissés ferroviaires, pour remettre des projets d'aménagement d'importance. Voilà, je dis un tout petit mot pour terminer de notre métier de réseau. Le réseau ferroviaire français, c'est 34 000 km. C'est le deuxième réseau d'Europe, après le réseau allemand. C'est un réseau qui était en très mauvais état, qui est aujourd'hui en pleine modernisation. On est au milieu du gué. Pour vous donner, mesdames et messieurs les sénateurs, une indication, il y a cette année 1000 chantiers cette année sur le réseau. Et il y a 1000 km de voies classiques qui vont être entièrement rénovées. C'est là encore un pic historique. On était à moins de 300 il y a 10 ans. Donc on est à x3 en termes de travaux de rénovation sur le réseau. Deux derniers mots pour terminer ce tout petit panorama de la situation actuelle. Un mot sur les personnels, l'emploi, le dialogue social, les conditions de travail. Les effectifs sont aujourd'hui stabilisés grâce à la dynamique de l'activité. Cette année, en 2013, on est le 3e recruteur de France. Nous en avons la possibilité, plus de 10 000 postes à pourvoir, avec un accent mis sur les zones urbaines sensibles, 15% des recrutements, et un accent mis aussi sur, évidemment, les emplois d'avenir, les discussions en cours sur les contrats de génération, et notre vocation vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis de l'ensemble des populations les plus fragiles pour l'accès à l'emploi. Sur le dialogue social, la loi sur le service minimum votée il y a quelques années, aujourd'hui n'est plus contestée à l'intérieur de l'entreprise. Elle a fixé le point d'équilibre entre le droit de grève et le droit au transport, fonctionne plutôt bien. Et quant au dialogue social, on signe des accords à la SNCF, y compris à l'unanimité, on en a signé cette année 5, et le niveau de conflit, le niveau de grève, est au plus bas niveau en 2012 depuis une dizaine d'années. Le dernier point que je voulais souligner, c'est notre rôle de champion industriel. Nous sommes heureux qu'au fond, il y a une prise de conscience que l'industrie ferroviaire française et les exploitants et l'ingénierie, c'est un des points forts de notre pays. La France est sur le podium de tête de cette industrie, avec les Japonais, les Allemands, 1, 2, 3, c'est nous. Et dès qu'on quitte la France, le ferroviaire français est attendu sur tous les projets, que ce soit les projets de trains régionaux, de tramways, de métro, de trains à grande vitesse. Et nous avons repris là-dessus une fonction un peu de chef d'équipe du ferroviaire français. On chasse en meute, on se balade en Europe et dans le monde, dans une concurrence très difficile avec les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Allemands, les Espagnols, pour vendre les savoir-faire français. Il nous semble que ça, c'est une partie très importante de notre mission. Avant de dire quelques mots des perspectives, je veux dire ce sur quoi je n'ai pas réussi, ou en tout cas, au moins quelques éléments sur lesquels je n'ai pas réussi. Un, le fret, la situation est à l'évidence insatisfaisante. La qualité de service a progressé, je vous l'ai dit, mais si on veut développer le fret ferroviaire français, les 19 entreprises qui en font, il faut se donner des conditions qui, pour le moment, n'ont pas été totalement réunies. Et je considère là-dessus que ce n'est pas encore un succès. 2, dans la relation avec les voyageurs, l'information reste un point faible. Et c'est un point faible parce que c'est une course de vitesse entre les outils modernes que chacun possède et puis les circuits d'information qui sont beaucoup plus lents et qui sont beaucoup plus incertains. Et donc nous avons une bataille là-dessus à reprendre et à gagner pour que chacun de nos 4 millions de voyageurs par jour se sente aussi bien renseigné par la SNCF sur ce qui se passe qu'il est aujourd'hui renseigné sur la météo ou sur l'actualité courante. C'est un sacré défi, mais il faut se donner ce niveau-là d'exigence.
Et puis, le troisième point sur lequel je pense que nous n'avons pas encore suffisamment progressé, c'est l'Île-de-France. Je pense que notre pays a tardé à prendre les bonnes décisions. Elles ont été prises ces dernières années et il y a encore quelques semaines par les décisions annoncées par le Premier ministre. Mais le retard a été accumulé depuis 20 ou 30 ans et il va falloir mettre les bouchées doubles pour que les transports de l'Île-de-France soient au niveau de ce qu'ils sont dans les régions. Et il faut assumer, me semble-t-il, le fait que l'endroit où on est malheureusement le moins bien transporté en France, c'est dans la région capitale par rapport aux autres régions. Ayant dit ça, je voulais, comme vous m'y avez invité, Président, dire quelques mots des perspectives, en réinsistant sur le fait que ce sont des propositions qui n'ont pas encore reçu l'aval ni du gouvernement ni de la représentation nationale. Il me semble qu'il y a pour les 5 prochaines années 3 grands enjeux. Le premier, vous l'avez cité, c'est la réussite de la réforme ferroviaire. Cette réforme du système ferroviaire, elle a été lancée par des assises qui avaient été initiées par Nathalie Kosciusko-Morizet, par des états généraux qui avaient été lancés par Jacques Oxiette, puis repris par le gouvernement, avec un travail qui s'effectue aujourd'hui sous l'autorité de Frédéric Cuvillier et une mission d'expertise de Jean-Louis Bianco. C'est ma responsabilité, me semble-t-il, de réussir la réforme que vous adopterez au Parlement. La réussir, ça veut dire améliorer la qualité de service, ça veut dire faire mieux pour moins cher, et ça veut dire avoir un service public dans notre pays, des transports, qui soit un service public exemplaire, qu'on puisse, par ailleurs, exporter. Il est trop tôt pour dire encore quel sera le contenu précis de la réforme. Ce dont je veux vous assurer, c'est que nous sommes parfaitement conscients que cette réforme du système ferroviaire suppose que la SNCF sache se remettre en cause elle-même, qu'elle saisisse cette chance pour être plus compétitive, plus efficace, plus réactive par rapport aux attentes des voyageurs et des chargeurs. Bref, que ça soit l'occasion, cette réforme du ferroviaire, de franchir une étape de modernisation de la SNCF. Deuxième enjeu, continuer notre développement dans une période qui va être, je n'ose plus dire le mot crise, parce que je pense que pendant les 3 ou 4 prochaines années, c'est une économie qui croît moins vite, mais il faut vivre avec cette économie-là et saisir des opportunités. Là-dessus, au fond, nos enjeux sont les suivants. Il faut certainement qu'on soit capable de baisser nos coûts pour pouvoir baisser nos prix. La SNCF, ça doit être pour tous. C'est une entreprise qui doit avoir des prix qui sont acceptables par toute la population puisque nous sommes propriété collective. Et la seule solution pour pouvoir baisser nos prix, c'est de baisser nos coûts. Et donc nous avons commencé à travailler systématiquement 2 plans de performance. Un premier plan de performance industriel pour mieux utiliser nos équipements, mieux utiliser nos trains. Et l'enjeu, il est probablement aux alentours d'1,5 milliard à 2 milliards d'efficacité industrielle d'ici les 4 ou 5 ans qui viennent. Le deuxième enjeu, toujours en termes de performance, c'est la capacité que nous avons à réduire nos frais de fonctionnement, nos frais de siège. Nous sommes les héritiers d'une entreprise qui était à l'époque assez administrative, qui s'est beaucoup transformée, mais il faut que les responsabilités soient sur le terrain, que la marge de manœuvre et l'initiative soient laissées aux responsables locaux et que ce qu'on appelle aujourd'hui le corporate, c'est-à-dire l'ensemble des sièges, n'écrase pas le fonctionnement de l'entreprise. Donc là aussi, un plan de performance qui est de l'ordre de 700 millions d'euros pour faire en sorte que la richesse de la SNCF puisse être utilisée près du terrain et pas seulement dans des fonctions support. Voilà un mot donc sur ce contexte économique, non sans avoir rebondi sur ce que disait le Président. L'international, c'est 25%. Ça doit être de l'ordre, je pense, de 30% à 33% d'ici 5 ans. La bagarre a commencé. Nous étions il y a quelques jours au Brésil avec les autorités politiques françaises, en Inde, en Russie. Nous allons prochainement en Chine. Nous allons prochainement au Maroc.
il est clair que tous les pays émergents souhaitent des transports publics de qualité pour faire face à la saturation, à l'asphyxie, aux enjeux d'aménagement du territoire, et que la SNCF a un rôle à jouer avec l'équipe de France pour répondre à cette attente-là. Et donc, il faut absolument que nous conservions notre podium de premier ou deuxième ex-aequo comme pays qui sait faire du transport public en toute sécurité, en efficacité et ouvert à tous. Je terminerai en disant un petit mot sur le projet stratégique. C'est mon troisième point pour ce qui est du mandat. Ce projet stratégique, il est en cours d'élaboration. Nous sommes en train de le bâtir et nous souhaitons le mettre en débat dans l'entreprise et également avec les élus et les responsables politiques dans les 4 ou 5 mois qui viennent. De telle sorte que ce projet ne soit pas un projet venu du haut, mais au contraire un projet qui soit construit et bâti à partir des attentes, des exigences et des questions qui mobilisent nos parties prenantes. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut en dire peut-être, c'est 3 ou 4 choses. D'abord, le train est formidable, mais si on veut avoir plus de voyageurs dans le train, il faut convaincre, c'est une évidence, des automobilistes. Ce n'est pas les utilisateurs du train qu'il faut convaincre, ce sont les automobilistes. Pour convaincre les automobilistes, il faut être une alternative crédible à la détention individuelle de la voiture automobile. Donc, il faut proposer des solutions de bout en bout. Il faut proposer de combiner les modes de transport entre eux, avec le stationnement, avec les transports urbains, et être aussi attractif que la voiture, c'est-à-dire flexible, aussi personnalisé, avoir l'information de la meilleure qualité pour convaincre des automobilistes que le transport collectif est une alternative crédible. Donc le projet que je porte devant vous, c'est un projet réellement dont le train est la colonne vertébrale, mais qui a pour ambition d'être une alternative à l'automobile. Dans le domaine du fret ferroviaire, notre projet, c'est réellement de s'appuyer sur tout ce qu'on appelle le multimodal. Le multimodal, c'est prendre les marchandises dans les ports, c'est être capable d'avoir des autoroutes ferroviaires, c'est être capable de faire des trains longs en Europe qui traversent l'Europe, voire qui permettent d'aller vers l'Asie. Ça se fera un jour avec des trains de très long parcours. Et c'est aussi être capable de faire du transport de fret de proximité dans les opérateurs ferroviaires de proximité. Bref, c'est d'être une sorte de multispécialiste du transport moderne de marchandises. Il est clair qu'il y a une zone de pertinence du fret. On ne peut pas faire des trains, par exemple, de bois sur 200 km ou transporter des marchandises pondéreuses sur 50 km. Là, la route est malheureusement, entre guillemets, reine. Mais il faut que nous soyons capables de travailler tous les marchés qui sont accessibles au fret ferroviaire en France et en Europe. Enfin, le troisième élément, c'est la préparation de l'avenir. Vous l'avez dit, la concurrence, à l'heure où nous parlons, elle arrive en 2018-2019, selon les règles européennes, c'est-à-dire dans 5 ans. Si la SNCF, entreprise nationale, veut être à la hauteur des enjeux, il faut que nous soyons beaucoup plus compétitifs qu'aujourd'hui, que nous ayons un cadre social modernisé, négocié, et il faut que nous ayons mis l'ensemble de nos produits en capacité de résister à la concurrence. La concurrence viendra principalement d'opérateurs ferroviaires européens. Il y aura quelques nouveaux entrants, mais c'est des métiers très capitalistiques, donc il faut mettre beaucoup de milliards pour être capable de faire du chemin de fer. Donc ça viendra probablement de nos collègues italiens, de nos collègues allemands, de nos collègues suisses, de nos collègues espagnols. Donc là encore, il y a une préparation qui doit s'accélérer pendant les années à venir pour être en situation. Je terminerai d'un mot en disant quelques convictions de méthode. La première conviction, c'est que s'il faut accélérer la modernisation de la SNCF, il faut que les salariés soient en confiance. On ne pourra pas faire sans la confiance de 250 000 salariés. La réforme qui va être proposée dans quelques mois, je l'espère, au Parlement, sera un élément clé de cette confiance, parce que ça donne une perspective et que les salariés ont besoin de cette perspective. Le rail en France, c'est en gros 1 million de personnes, 250 000 personnes à la SNCF, plus les familles, les ayants droit, les retraités. Deuxième condition de réussite, le fait que la SNCF sache elle-même se décentraliser, baisser son centre de gravité,
Louis Gallois, un de mes prédécesseurs, disait de cette formule connue, la SNCF c'est l'armée plus la discipline. Une formule un peu imagée, mais qui voulait dire que tout remonte. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de fonctionner beaucoup plus proche des élus, beaucoup plus proche des clients. Ce mouvement est engagé. Enfin, la troisième condition pour réussir, c'est ce que nous avons appelé la co-construction. La co-construction, ça signifie que les projets de la SNCF doivent être des projets ouverts, des projets semi-finis, des projets itératifs, des projets qui ne prétendent pas, au moment où ils sortent, être optimisés, mais être en quelque sorte mis sur la table comme élément au débat pour être améliorés, amendés, modifiés. C'est un gros changement culturel. On passe d'un point de vue d'ingénieur, entre guillemets, qui prétendrait avoir trouvé la meilleure solution, à une proposition faite par l'entreprise publique qui est mise en débat pour être débattue, amendée et optimisée. Et cette façon de co-construire les réponses me semble être la façon la plus moderne et la façon du futur. Voilà ce que je voulais dire. Si vous acceptez, Monsieur le Président, que je m'arrête là. Si je le caricature, le projet que je porte est un projet d'une SNCF qui serait la SNCF des connexions, en quelque sorte, une façon de connecter les différents modes de transport avec le système ferroviaire au centre, mais un système qui est ouvert aux autres modes de transport pour pouvoir conquérir davantage de parts de marché, et une SNCF modeste et en même temps qui a l'ambition d'être un opérateur, un expert et aussi, quelque part, un architecte des systèmes de mobilité dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, après cet exposé très clair, je donne la parole, bien sûr, à mes collègues, en commençant par Monsieur Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Comme je devrais m'investir assez fortement prochainement sur le projet de gouvernance ferroviaire, j'espère que vous accepterez que je sois un peu plus long que ne l'avait prévu le Président Val, en abordant quelques questions qui ont d'ailleurs déjà été largement évoquées par le Président Pépi. Monsieur le Président, malgré la crise qui a fortement impacté le secteur ferroviaire, les résultats de la SNCF sont satisfaisants. Vous avez vous-même cité le chiffre de 34 milliards d'euros comme chiffre d'affaires de l'entreprise. Et quand on compare ce chiffre d'affaires à celui que vous avez connu en 2008, il a progressé de 40%, principalement, mais pas seulement, en raison de l'intégration des comptes de la filiale Keolis. Et le résultat, vous l'avez indiqué, 700 millions d'euros cette année, avec le versement de dividendes à l'État, je ne ferai pas d'autres commentaires, et la dette qui, à ma connaissance, devrait baisser cette année, mais là il faudra que vous puissiez nous le préciser, de 1 milliard d'euros, ce qui fait qu'elle pourrait descendre au-dessous de 7 milliards d'euros. Alors cette réussite de la SNCF, eh bien, elle est à mettre à votre actif, je le dis sans détour, mais ceci ne doit pas dissimuler tout de même une situation inquiétante du système ferroviaire français et des perspectives incertaines pour la SNCF. Alors je dirai un mot d'abord du système ferroviaire et ensuite quelques questions sur, bien sûr, l'avenir de la SNCF. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Pépi, le système ferroviaire a une dette de 32 milliards d'euros qui croît mécaniquement chaque année de 1,4 milliard d'euros pour couvrir les annuités de la dette. C'est RFF qui supporte pour l'instant cette dette. Deuxième élément important que vous avez aussi évoqué, la séparation entre RFF et la SNCF a été cause de lourdeur, de redondance, d'une complexité très importante et probablement aussi d'une majoration sensible des dépenses dans la gestion des infrastructures. Et donc il convient effectivement de réussir la réforme ferroviaire en créant ce gestionnaire d'infrastructures unifié qui sera donc rattaché à la SNCF en regroupant RFF, la Direction des circulations ferroviaires, et SNCF Infra. Et le ministre des Transports vous a confié cette mission de réussir cette réforme ferroviaire
qui est une mission délicate et essentielle, parce que il faudra qu'elle soit, je parle de la réforme, efficace, et qu'elle ne vienne pas heurter un certain nombre des dispositions du 4e paquet ferroviaire de l'Union européenne, qui est en cours donc actuellement d'examen et qui interpelle quand même largement celles et ceux qui suivent de près ce secteur. J'en viens à la deuxième partie de mon intervention sur l'avenir de la SNCF elle-même et son rôle dans le soutien, dans le respect des règles de la concurrence de l'industrie ferroviaire française. J'évoquerai quelques questions, 4 brièvement. Premièrement, la nécessité de conquérir de nouveaux clients. Vous l'avez vous-même évoqué. Je dirais un mot sur le choix que vous avez fait du TGV à bas coût, le Ouigo, qui est une réponse effectivement à l'érosion du profit de l'activité TGV, puisqu'on a pu constater au cours des dernières années que cette activité a vu ses marges s'éroder. Je pense que Idebus répond à la même logique en ce qui concerne donc le transport routier de voyageurs. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets de cette nature pour conquérir de nouveaux clients, puisque vous l'avez dit vous-même, c'est une de vos priorités. Deuxième question, dans la perspective d'une ouverture totale à la concurrence en 2019 ou en 2025. Alors, je ne fais pas partie des demandeurs, je le rappelle avec force, hein, mais pourra-t-on y échapper? Comment parvenir à un cadre social commun ou harmonisé sans lequel la concurrence ne peut pas être loyale? Donc ça, c'est une crainte parce qu'il ne faut pas se trouver dans la même situation que dans le fret, où on a ouvert à la concurrence sans se préoccuper du cadre social harmonisé. Et donc, répondre à cette question me paraît nécessiter de traiter les questions d'organisation et de règlement du travail, mais sans toucher au statut. Et donc, c'est là que la tâche est difficile, et d'autant plus intéressante. Troisième question, c'est sur le 4e paquet ferroviaire, si tant est qu'il voit le jour, il a prévu d'autoriser le système dit de l'open access lors de l'ouverture totale à la concurrence des services ferroviaires. Alors j'explique pour celles et ceux qui ne pratiquent pas quotidiennement, je dirais, les revues ferroviaires et qui ne s'intéressent pas directement à tout ce qui a trait au ferroviaire. L'open access, ça veut dire que n'importe quel opérateur pourrait venir librement sur des lignes rentables, quitte à délaisser complètement des lignes non rentables. Donc, Monsieur le Président, êtes-vous prêt à vous mobiliser, comme nous sommes prêts à le faire, en vous soutenant fortement, pour obtenir que cette forme d'accès au réseau, qui est très déstabilisante pour le système ferroviaire, soit définitivement écartée? Si on doit aller vers l'ouverture à la concurrence, il y a le système du grand-père, comme dans l'aérien, il y a le système des franchises, mais en tout cas pas le système de l'open access. Quatrième question, elle porte sur l'industrie ferroviaire et le lien avec la SNCF. Je crois que comme le font très bien l'ADB, les FS, les CFF SBB, quoi, les chemins de fer suisses, et les chemins de fer italiens et allemands, donc il faut que la SNCF soutienne fortement l'industrie ferroviaire nationale, je le redis, dans le respect, bien sûr, des règles de la concurrence. Alors, vous avez abordé la question des trains d'équilibre du territoire. Moi, il me semble que la SNCF devrait, pour remplacer les rames tractées constituées de voitures corail qui sont anciennes, s'intéresser au nouveau matériel 1 et 2 niveaux, fabriqués en France, par 2 constructeurs qui sont sur le territoire national, ce qui permettrait d'ajouter des commandes à celles qui sont passées par les régions pour les TER, puisque pour l'instant, ces commandes ne sont pas à un niveau très élevé. Quant au matériel à grande vitesse, il me semble qu'il convient de confirmer une commande d'une tranche complémentaire, 30 on dira par exemple, de matériel à 2 niveaux, 2 niveaux actuels, de réfléchir à d'éventuelles commandes à partir de 2017 d'un futur de niveau encore plus capacitaire. Mais il ne faut pas oublier pour autant le matériel à un niveau, faute de quoi l'industrie française devrait abandonner la fourniture de ce type de matériel aux industries allemandes, chinoises, japonaises, pour ne citer que ces 3 industries. Et ce serait d'autant plus regrettable que quand on regarde les commandes de trains à grande vitesse, certes c'est une niche dans les commandes ferroviaires, mais quand on regarde dans le monde les commandes de trains à grande vitesse, on s'aperçoit que la grande majorité des trains commandés sont des trains à un niveau. Et que le matériel à grande vitesse français, à un niveau,
s'il est, du fait de sa structure, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais très légèrement moins capacitaire que le concurrent allemand, et technologiquement très en avance, j'insiste lourdement, avec la légèreté, la grande stabilité, la rigidité, une moindre résistance à l'avancement et un confort qui sont propres à une rame entièrement articulée, autant de qualités essentielles qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte et qu'il est parfaitement possible de prendre en compte dans un appel d'offres. Alors je termine, Monsieur le Président, en disant voilà un certain nombre de défis que vous avez à relever. En ce qui me concerne, pour relever ces défis, vous avez toute ma confiance. Merci, Monsieur Michel-Teston. Alors j'encourage évidemment mes collègues à être plus concis, sinon parce que le président Pépi doit partir à 16h30, donc nous partageons le reste, Monsieur Michel-Teston. La parole est à Francis Rignon. Merci, Monsieur le Président. Au-delà de toutes les questions qui ont été évoquées, moi je voudrais en poser 3 très précises. Une question d'actualité sur la sécurité quand même, bien qu'on ne puisse pas généraliser. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une psychose de prendre le train le soir. Alors, quid de la SUGE, de son développement, des protections diverses et variées qu'on peut envisager, et du fait de ne plus avoir dans certaines régions, je sais bien que ça dépend de la décision des régions, mais de contrôleurs dans les trains, par exemple. La deuxième question, elle est économique. Quid de l'avenir du modèle TGV au-delà des lignes qui existent? Alors je sais bien que ça ne dépend pas de vous, mais d'abord de la volonté de construire des infrastructures de RFF et donc du gouvernement. N'empêche qu'on ne pourra les construire s'il y a des gens qui prennent les trains qui vont sur ces lignes. Donc d'un point de vue commercial, comment voyez-vous maintenant le développement de lignes transversales ou pas dans notre région, sachant que le modèle TGV a quand même, en partie à cause des problèmes économiques, effectivement du mal à progresser. Et la troisième question, c'est sur la transparence. Vous aviez évoqué le problème de la Suisse. J'ai beaucoup analysé ce qui se passait en Suisse. En Suisse, il n'y a pas de concurrence, mais il y a une transparence totale. Et j'estime que ces chemins de fer sont certainement les plus performants d'Europe, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les usagers, rapport qualité-prix, etc. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette transparence vis-à-vis des régions qui représentent quand même, à travers SN Proximité, un chiffre d'affaires important. Pour conclure, je ne vais pas cacher ici le fait que j'étais 2 ans au conseil d'administration de la SNCF et dire que j'ai beaucoup apprécié votre compétence, votre expérience, et il suffit de lire le CV pour le voir, mais aussi votre considération pour l'ensemble des parties prenantes, ainsi que votre pragmatisme. Merci. Madame Hélène Masson-Maré. Monsieur le Président, je voulais vous remercier pour cet exposé très exhaustif. Vous êtes passé tout de même sur 2 sujets assez rapidement, je voudrais revenir dessus. Vous avez parlé de la satisfaction des clients. C'est une évidence, les médias s'emparent assez facilement et c'est tout à fait normal de l'insatisfaction des clients. Donc je comprends que ce soit une priorité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la satisfaction à l'intérieur chez vos employés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a fait des progrès énormes au niveau de la souffrance physique au travail depuis ces décennies. La SNCF, évidemment, est tout à fait opérationnelle et compétente à ce niveau. Mais qu'en est-il de la souffrance morale au travail ? C'est un sujet aujourd'hui qui me paraît extrêmement important parce que même si aujourd'hui vous ne faites pas du tout partie des organisations qui ont le plus de problèmes, vous avez tout de même eu depuis 4 ans 22 suicides au travail sur le lieu de travail. Et cette année, au mois de janvier, vous avez encore une personne de vos équipes qui s'est suicidée sur son lieu de travail. Or, on sait très bien que les nouvelles orientations de l'organisation des structures et de la gestion des ressources humaines de la SNCF, qui est absolument nécessaire pour être dans l'actualité et surtout pour être opérationnel, entraînent du stress et entraînent beaucoup de problèmes qui sont des maladies psychosomatiques et autres. Mais on sait très bien que si, à l'intérieur de l'organisation, le personnel n'est pas satisfait, eh bien, c'est l'organisation qui est en danger. Donc, je voudrais savoir quels sont vos objectifs, comment vous allez
étudier ce problème? Je sais que vous l'étudiez déjà en ce moment, mais comment vous allez devenir plus opérationnel au niveau de la gestion des ressources humaines de la SNCF et quelle politique vous allez mettre en place? Vous avez dit qu'il y avait le moins de grèves à la SNCF depuis 10 ans, en pourcentage. Je ne sais pas si c'est un excellent indicateur de la satisfaction au travail des employés. Donc je voudrais là-dessus qu'on y revienne. Ou peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, ce serait une réflexion que vous meniez au sein de la SNCF. Merci, madame. Gérard Cornu. Oui, en écoutant tout à l'heure Michel Teston, je me demandais s'il n'allait pas postuler à la présidence de la SNCF. En fait, je vais te dire, c'est la confidence que m'a fait le président. En arrivant, le président Bepi m'a dit « j'ai un concurrent dans la salle ». Voilà, bon, donc on se rejoint. Oui, monsieur le président, donc vous êtes là devant la représentation nationale pour postuler au renouvellement de votre mandat. Et moi, je vais le dire très clairement, votre bilan est bon et en plus vos perspectives sont séduisantes, donc je ne doute pas que la représentation nationale saura à la fois récompenser votre bilan et surtout apprécier les perspectives que vous nous avez tracées. Votre bilan est bon à la fois sur le fond, mais aussi, et moi je voudrais le dire, sur la forme. Vous n'avez jamais hésité à être très transparent devant la représentation nationale. Vous êtes venu souvent et je peux vous dire que ça a été fortement apprécié. Et en plus, moi, je trouve que vous venez de décrire finalement où vous avez les points faibles que vous n'avez pas pu dans ce mandat, et j'espère que ça sera pouvoir être résolu dans le prochain mandat. Les points faibles, vous avez cité le fret, les relations avec les voyageurs et notamment tout l'ensemble de l'Île-de-France. Et sur ces points faibles, vous avez dit par exemple sur le fret, à condition qu'il y ait des conditions de concurrence loyale. Je voudrais que vous abordiez un petit peu plus en détail, parce que si vous donnez ces conditions, c'est qu'il semblerait qu'il y ait de la concurrence déloyale. Donc je voudrais en savoir un petit peu plus. Et puis vous avez insisté sur l'amélioration des services publics de la vie quotidienne. Et je me rappelle, lorsque vous êtes venu en commission, vous nous avez explicité que vous aviez identifié une quinzaine de lignes, et notamment sur l'Île-de-France, mais pas que sur l'Île-de-France, puisque moi, en tant que sénateur d'Eure-et-Loir, j'ai une ligne à l'esprit qui est la ligne Le Mans-Chartres-Paris, qui fonctionne pas encore bien. Et je voudrais savoir, à partir du moment où vous avez identifié un certain nombre de lignes, quel est le résultat maintenant? Parce que ça fait quand même à peu près un an et demi maintenant. Et je voulais savoir où ça en était, quelles avaient été vos décisions sur cela, parce que je ne constate pas pour l'instant, c'était après les louanges, c'est normal, hein, il faut aussi dire ce qui ne va pas, je ne constate pas beaucoup d'amélioration en fait, à vrai dire. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Alors, Monsieur Vincent Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président Pépi, on peut saluer votre parcours et celui de la SNCF. Et vous êtes sans doute le mieux placé pour garder SNCF sur de bons rails. Alors, je ne crois d'ailleurs pas que le suspense ait été à son compte pour savoir qui devait succéder à Guillaume Pépi, à part Guillaume Pépi. Et on peut se réjouir de ce consensus. On vous attend peut-être moins, et tout à l'heure Gérard Cornu faisait allusion au talent que vous avez et qu'on vous reconnaît tous pour exposer clairement la stratégie, les intentions, les objectifs. On vous attend peut-être plus sur les résultats et sur un certain nombre de cliquets qu'il faudrait mettre pour y parvenir. Je crois que le cap est effectivement bon. La question, c'est que en face, le confort du voyageur, la satisfaction du voyageur, ça reste un enjeu qui n'est pas encore bien traité. Vous avez abordé différents sujets qui montrent qu'il y a sans doute des efforts, mais on aimerait mieux sentir quand même comment vous pouvez cranter, si j'ose dire, les évolutions et nous donner les points clés de tout cela. Vous avez donné les principes auxquels on peut souscrire sur la mobilisation de l'entreprise, sur l'adhésion des salariés, sur la bonne utilisation de la réforme de la gouvernance, mais autour de ça, on a envie d'avoir des engagements un peu plus chiffrés peut-être pour se rassurer sur ce cap, au-delà des intentions générales qu'on partage tous. Je viens sur 2 ou 3 questions. Michel Teston en a posé quelques-unes, il y en a 1001 qu'on pourrait poser. Un focus sur l'Île-de-France, vous en avez parlé tout à l'heure.
Le Premier ministre a fait des annonces. Je crois qu'on a progressé, mais on n'a pas résolu évidemment l'ensemble des questions. Il en reste beaucoup encore qui sont posées. Il y a aussi une clarification qui s'amorce entre le CIF et la SGP, semble-t-il. Alors je crois que la SNCF est transporteur, elle n'est pas toujours décisionnaire, mais il n'est pas interdit, me semble-t-il, à l'un des principaux transporteurs d'Île-de-France de faire des propositions là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire sous quelle forme vous pouvez demain faire des propositions pour qu'enfin on sorte de ce magma, de ce capharnaüm en Île-de-France, et on aimerait vraiment que vous avez identifié l'objectif. Là aussi, on aimerait comprendre comment vous pouvez le traiter. Sur l'efficacité globale de la SNCF, vous avez vu le risque. Bon, c'est en gros de faire la même chose que pour le fret. Si on ne progresse pas sur l'efficacité, quand il y aura l'ouverture à la concurrence, on va se trouver dans le décor. Là aussi, quels objectifs en termes de productivité pouvons-nous avoir? Bon, la question du statut a été posée. Bon, je pense qu'il faut être prudent sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire SNCF concrètement pour aboutir à l'objectif et quelles données financières vous pouvez nous donner là-dessus? Dernier point, je parlais à l'instant de finance, il y a quand même la question de la dette, elle est toujours effleurée quand on parle de la réforme. Comment aborder cette question de la dette, parce que ça va quand même être à un moment donné un principe clé. Et puis enfin, la semaine dernière, des intempéries, quelles leçons tirez-vous? Merci. Monsieur Jean-Jacques Filleul. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président Pépi, moi, comme mes collègues, j'ai écouté votre bilan et vos projets. Cela ne vous étonnera pas, ils me conviennent. Voilà. Et les perspectives que vous avez dressées me semblent tout à fait intéressantes, importantes, et elles m'incitent en tant que parlementaire à accompagner le mouvement qui est celui de cette 17e entreprise française, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Voilà, donc c'est une audition particulière. Moi, je vous apporterai aussi, comme d'autres l'ont dit ici, mon soutien, voilà, total. Et parce que je crois que vous êtes, comme cela arrive souvent, vous êtes celui qui participe à l'évolution de cette grande maison. Et nous l'avons connu dans d'autres époques. Je trouve qu'aujourd'hui, elle a quand même une belle allure, même si se posent énormément de questions. Beaucoup des questions ont été évoquées par Michel Teston, brillamment. J'avoue que j'ai pris autant de plaisir à vous écouter qu'à écouter Michel. Voilà. Hein? Ah, bon. Et je le dis sans... Comme peut-être vous-même, d'ailleurs, vous l'avez ressenti. Mais je le dis avec beaucoup de plaisir. Voilà. En même temps, se posent quand même beaucoup de problèmes, malgré tout. Notre collègue Capo-Canellas a parlé de la dette. Elle est toujours présente. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, quelles sont les perspectives que vous envisagez? Nous en avions parlé, je me souviens, dans une réunion sur ce point. Quelles sont les perspectives que vous envisagez pour réduire cette dette? Et sur quelles perspectives sur le temps? Parce qu'elle pèse sur le système ferroviaire français. Autre problème aussi, c'est l'évolution de la concurrence entre les différentes compagnies ferroviaires européennes. Et comment cela se passe avec l'ADB, par exemple? On cite souvent l'exemple de l'ADB par rapport à la France. Nous parlons tous du fret. Vous nous disiez à l'instant que le fret représente à peu près 9 milliards sur les 34 milliards de chiffre d'affaires, mais à l'intérieur des 9 milliards, est-ce qu'il n'y a que le fret ferroviaire ou est-ce qu'il y a le fret de Géodis et des autres sociétés de transport de la multinationale SNCF? Ça m'intéresse beaucoup, mais je crois que ça intéresse beaucoup de mes collègues. Vous avez parlé du fret. Il me semble que c'est sans doute dans votre exposé le point où nous avons beaucoup d'interrogations. Je le crois vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour mettre en œuvre un fret ferroviaire en France qui soit utile, évidemment, au transport des marchandises, qui ne représente que 8 à 9% des marchandises transportées actuellement, et en même temps, le fret est un outil d'aménagement du territoire considérable, dans la mesure où nos concitoyens n'acceptent plus, et vous le savez, même si la SNCF est le premier transporteur poids lourd de France, n'accepte plus
les poids lourds sur les routes. Donc beaucoup de questions et bien d'autres, et en particulier comment résoudre ce problème qui touche le fret évidemment, de la mauvaise convergence sociale, du cadre social européen entre les différentes sociétés qui interviennent dans le transport. Voilà, beaucoup d'autres questions qu'on pourrait poser, mais vous avez compris, vous avez toute ma confiance. Dernier point, Monsieur le Président, excusez-moi, je suis toujours inquiet sur les conséquences de la LGV Atlantique. Rien n'est résolu. Et je me demande comment les gares intermédiaires de Tours, de Poitiers et d'Angoulême vont être servies à partir de 2017. Merci. Robert Navarro, et ensuite Philippe Esnault et Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pépi, moi je vous l'ai déjà dit, malgré tous les considérants que j'ai pour vous, je ne crois pas aux hommes ou aux femmes providentielles, je crois aux dynamiques de groupe qui sont en harmonie, et je peux témoigner depuis 9 ans, notamment en région qu'au niveau national, que vous avez avec vous, au niveau national et au niveau régional, les meilleures équipes du moment. Ceci est une chance pour la SNCF, peut-être et pour notre pays. Mais comme beaucoup de secteurs vont bien, contrairement à ce que croient nos collègues, notamment au niveau de la qualité du service aux voyageurs et tout, on est à des niveaux où on peut jouer à la marge, mais globalement, les services rendus au public sont d'un très bon niveau. Il y a 2 secteurs qui doivent être améliorés fondamentalement. Premièrement, c'est le fret. Là, nous sommes en dessous de nul. Donc, il y a tout à faire. Mais oui, il faut se dire les vérités. Depuis des années, la SNCF et le fret ferroviaire périclitent. Il n'y a pas de volonté, qu'elle soit politique au niveau de la SNCF ou de l'État, pour mettre un grand plan d'ensemble, pour mettre en place un fret ferroviaire adapté aux besoins de l'Europe et de notre pays. Donc, quelles sont vos perspectives? Quels sont les paliers? Parce que c'est un plan sûrement à 20 ou 30 ans, mais le fret ferroviaire est la garantie d'un avenir positif pour la SNCF. C'est là où nous avons le maximum de marge de manœuvre de progression. Deuxièmement, au niveau de la gouvernance. Moi, j'ai connu un fonctionnement de la SNCF où il y avait une direction centrale et bon nombre de directions, exploitation, matériel de traction ou autre. Actuellement, on est dans une stratégie où il y a une multitude de filiales à la SNCF, plus personne n'y comprend rien, 25 sons de cloche différents, plusieurs points de vue à prendre en compte pour essayer d'aller de l'avant. Donc je trouve que là, vous avez un effort énorme à bousculer les choses pour que, entre RFF, Gare et Connexion, la SNCF, tout ça s'harmonise vers les mêmes objectifs et que tout le monde ne prenne en compte le fait que nous sommes dans le même pays, dans la même entreprise et qu'on gagnera le combat contre la concurrence dont il ne faut pas avoir peur du moment où tous, on mettra la même énergie pour driver le même bateau. Donc voilà les 2 angles d'attaque, moi, qui me semblent les plus importants. Le fret, quel avenir, quel angle d'attaque, quelle action, quelle progression, et la gouvernance, quelles sont les améliorations que vous pouvez nous faire entrevoir. Merci. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pépi, moi j'étais très heureux d'entendre ce que vous avez dit sur la capacité française à agir au niveau international, et en tant que fils d'un des ingénieurs à l'origine du TGV et qui a passé sa vie à vendre des trains et des métros dans le monde entier, je me réjouis évidemment de ce que vous avez dit là, et j'espère que ça va pouvoir se poursuivre dans l'avenir. Pour revenir à ce qui nous concerne plus directement en Île-de-France, et vous avez souligné le retard considérable accumulé pendant des années dans notre région, ce n'est pas à vous que je vais expliquer la difficulté qu'il y a à relier Paris depuis notre lointaine banlieue, et en particulier sur Paris-Saint-Lazare, sur un certain nombre de lignes qui sont archi-saturées avec des difficultés considérables. Mais je voudrais savoir si vous avez des indications précises sur les tangentiels qui permettraient de rejoindre de banlieue à banlieue. Je pense en particulier de Cergy-Pontoise à Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, qui serait une tangentielle extrêmement utile aujourd'hui et dont malheureusement le nouveau Grand Paris m'indique que peut-être j'aurai la chance de pouvoir la voir arriver à l'horizon 2027 ou 2030, ce qui me fait profondément pleurer. De la même manière, comment dirais-je, j'entends que sur le fret ferroviaire, évidemment, il y a énormément à faire. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Robert Navarro. Et moi, je suis partisan en plus d'une
comment dirais-je, d'interconnecter le fret ferroviaire non seulement avec la route, mais aussi avec le fluvial. Comme vous le savez, à Conflans, on est capitale de la batellerie. Et j'ai appris par la presse locale qu'il était envisagé à l'horizon 2020 de relancer la ligne J qui viendrait du Havre pour rejoindre Argenteuil en passant par Gisors et Cergy-Pontoise et Conflans, et nous faire passer des trains de marchandises en pleine nuit de manière tout à fait importante sur cette ligne-là. Alors sachant qu'il n'y a aucune protection pour les riverains et qu'on est déjà sinistré par les nuisances aériennes et par les nuisances autoroutières, j'aimerais savoir si vraiment c'est dans les objectifs et dans les perspectives de la SNCF. J'aimerais avoir des garanties là-dessus parce que inutile de vous dire que si c'est le cas, on va rentrer dans une résistance extrêmement violente. Merci. Merci. Alors, dernière question, Laurence Rossignol. J'hésite un peu à poser une question, tant ça va être grossier de ma part parce que je vais me sauver tout de suite après. Donc c'était juste un petit sujet dans la sacoche du président de la SNCF. Moi, j'ai pas le niveau de compétence de mes collègues sur la SNCF, du moins pas le niveau théorique. Mais on est tous, nous les élus, beaucoup des usagers, mais surtout des ambassadeurs quotidiens. On est tous un peu dans votre service de RP parce que les gens nous interpellent facilement sur les dysfonctionnements, les sujets. Juste une chose, je crois qu'il y a quelques années, la SNCF a fait procéder à une séparation des métiers. Qui aboutit, alors les séparations de métiers sont toujours destinées à mettre de la fluidité et à faire évoluer les entreprises, et des fois elles aboutissent exactement à des résultats inverses, et on se retrouve 50 ans en arrière de l'autre côté du mur. Un exemple tout simple. La semaine dernière, beaucoup de perturbations, la neige, tout cela, tout le monde comprend. Quand les voyageurs sont 3-4 heures en pleine nuit sur un quai et que le gars de l'aiguillage veut pas aller ouvrir la salle des pas perdus parce que la séparation des métiers fait qu'il considère que c'est pas à lui d'aller ouvrir la salle des pas perdus et que le premier gars qui pourrait venir le faire est à 1h30 de voiture parce qu'il y a du verglas et qu'il lui propose de lui donner le code pour rentrer et que le gars veut pas le faire, c'est très compliqué d'expliquer aux usagers que la séparation des métiers est une bonne mesure de management de la SNCF, mais qui va les laisser dehors pendant 3 heures toute la nuit. Juste, Monsieur le Président, donc dans votre prochain mandat, parce que je crois que vous allez recueillir une unanimité très grande dans cette commission, probablement la même à l'Assemblée nationale tout à l'heure, si vous pouviez réfléchir sur comment faire la séparation des métiers tout en mettant la fluidité et la souplesse nécessaires, c'est pas mal. Merci. Bien, Monsieur le Président, vous avez le droit de respirer, de boire un petit verre. Non, tout va bien, mais... La tâche est rude. Non, je trouve que les questions de toute façon sont toujours, qu'elles soient vastes ou précises, elles sont toujours révélatrices de choses intéressantes. Donc, avec l'autorisation des autres intervenants, je me propose de dire une phrase sur l'interpellation de Madame Rossignol. Je trouve que cette interpellation est une des raisons pour lesquelles l'unification du système est aujourd'hui nécessaire. Au fond, ce que vous décrivez, c'est qu'on a mis d'un côté les questions d'infrastructure et de réseau et de l'autre côté les questions de services et de gares. Et étant donné que les signaux qui sont donnés sont interprétés par les cheminots qui sont légitimistes, effectivement, on aboutit à des comportements complètement aberrants. Avec le nouveau président de Réseau Ferré de France, qui est, je crois, qui a été auditionné par cette même commission, nous avons la ferme détermination que dans le respect des règles européennes, qui sont d'ailleurs en cours d'élaboration, donc qui ne s'imposent pas encore, qui font l'objet de discussions à Bruxelles et plus tard de discussions avec les parlementaires européens, dans le respect de ces dispositions-là, nous souhaitons unifier le système pour éviter ce type de dysfonctionnement qui est totalement inexplicable, mais à qui que ce soit dans cette salle. Donc je prends ce point-là parce que ça mérite aussi une petite réaction au passage en disant que, on va dire, trouvons des mots polis pour dire que les comportements trop rigides n'ont pas besoin d'attendre une nouvelle loi pour être combattus. Donc je prends votre point très au sérieux. Si je reviens en amont sur les différentes questions qui ont été soulevées pour apporter des éléments d'information au Sénat. Sur la dette de la SNCF a baissé d'1 milliard d'euros en 2012. La question, elle est plutôt autour de la dette de Réseau Ferré de France et demain de la dette unifiée du système. Bon, il me semble
que, sans trahir les intentions du gouvernement, il y a forcément 2 étapes. La première étape, c'est de stabiliser, et ensuite, c'est de réduire. La stabilisation est un enjeu clé. C'est un peu la différence entre l'endettement et le surendettement. Être endetté pour construire des lignes ou pour acheter des trains, ça n'est pas en soi un problème. Ce qui est embêtant, c'est le surendettement, c'est-à-dire le fait que pour payer le service de la dette, il faille se réendetter ou que cette dette augmente de façon mécanique année par année. Donc, avec le président de Réseau Ferré de France, nous faisons en ce moment même des propositions au gouvernement, des propositions de performance pour limiter, voire neutraliser l'augmentation de la dette. Ça supposera quand même que la commission présidée par Philippe Duron, commission de révision du SNIT, aboutisse à, on va dire, un schéma raisonnable sur le financement de nouvelles infrastructures TGV. Il est évident que notre pays ne peut pas à la fois avoir un plan TGV accéléré, rattraper le retard en Île-de-France et en même temps moderniser le réseau classique. Les 3 choses au même moment sont extraordinairement difficiles. Et donc là, il y a des choix. Ce n'est pas la SNCF ou RFF de les faire. C'est évidemment au pouvoir public et au Parlement, mais ça sera un point clé sur l'évolution de la dette. Deuxième question qui est posée à la fois par M. Teston et par M. Capo-Canellas, c'est la question du cadre social harmonisé. Au fond, ce qui est aujourd'hui un problème, c'est que coexistent sur le même réseau, au même moment, dans les mêmes métiers, au fond, 2 régimes d'emploi différents. Le régime d'emploi de l'ancienne entreprise et le régime d'emploi des nouvelles entreprises. Outre le fait que les cheminots ne peuvent pas comprendre qu'il y ait 2 types de règles qui s'appliquent au même métier, au même moment, sur le même réseau, ça crée évidemment pour l'entreprise un dilemme difficile. Soit l'entreprise s'aligne sur les coûts du privé et elle vend à perte, soit l'entreprise reflète la vérité de ses coûts et elle perd le marché. Et donc c'est une distorsion qui suppose, mais heureusement on a beaucoup avancé ces derniers mois, que tout le monde se mette autour de la table, le patronat public et privé, les syndicats, pour se dire quel est le pacte social, quel est le contrat social du XXIe siècle qu'on souhaite pour le secteur ferroviaire. Et qui sera un contrat social négocié. Moi j'ai l'habitude de dire aux cheminots, il y a dans notre pays 600 conventions collectives. La bonne nouvelle, c'est qu'on va être la 601e. Et que si on a réussi 600 fois dans notre pays à négocier une convention collective, il n'y a pas tellement de raisons qu'on ne réussisse pas une 601e fois. Ça prend du temps, ça peut être compliqué, mais le principe de la convention collective, c'est le principe de règles qui s'appliquent à toutes les entreprises, toutes, et qui sont des règles, un point d'équilibre entre les patrons et les syndicats. Et c'est le projet que je porte. Et la bonne nouvelle que je peux indiquer aujourd'hui au Sénat, c'est que je pense que l'opinion cheminote, les organisations syndicales sont extrêmement responsables sur cette question. Elles savent que l'avenir du système ferroviaire repose pour partie dans la négociation d'un cadre social moderne et de haut niveau pour le système ferroviaire. Sur les trains d'équilibre du territoire, il y a une bonne nouvelle, c'est que dans le cadre du projet de loi de finances, vous avez doté le renouvellement du matériel roulant d'environ 400 millions d'euros et que donc nous allons pouvoir engager le changement des trains corail vers des trains nouveaux. Ça prendra du temps parce qu'il y a forcément de l'ordre d'un millier de rames qui pourraient être changées, donc ça prendra plusieurs années, il faut se décider, choisir et les fabriquer, mais le mouvement est engagé. Et de surcroît, comme je l'avais indiqué, lorsque le ministre des Transports, Frédéric Cuvier, nous a interpellés sur les grandes lignes que constituent le Paris-Clermont ou le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, nous lui avons fait la proposition d'introduire sur ces lignes, qui sont les fameuses lignes du Capitole, du Volcan, des lignes dans lesquelles il y avait des trains à 200 km/h, nous avons fait la proposition d'introduire du matériel TGV, à défaut d'avoir aujourd'hui même la ligne, qui a de bien meilleures caractéristiques de confort et de service. Donc c'est la proposition que nous avons faite à Frédéric Cuvillier, qui est l'autorité organisatrice. Sur les 3 questions, pour être rapide, de M. Grignon, sécurité. Oui, c'est un vrai sujet. Les incidents de Grigny de ce week-end relèvent de la police nationale. Ce sont des délits et donc, en tant qu'entreprise ferroviaire, nous pouvons faire de la prévention, mais nous ne sommes ni la police ni la justice. Cela dit, nous avons aujourd'hui 2500 cheminots
qui à 100% exercent des fonctions de prévention et de présence, donc la surveillance générale. Nous achevons en 2015 le programme de vidéoprotection qui avait été décidé il y a 4 ans. Nous aurons à l'époque 24 000 ou 25 000 caméras, y compris dans les trains, moitié dans les trains, moitié dans les gares. Et le programme de vidéoprotection, c'est un programme de dissuasion sur les actes délictueux. Et enfin, comme vous l'avez sans doute constaté, nous développons l'accueil embarquement, c'est-à-dire les opérations au sol, qui visent à vérifier que ceux qui montent à bord ont un billet et n'ont pas pour objectif de commettre des actes délictueux. Sur l'avenir du modèle TGV, là encore, je m'en remets à la sagesse des travaux transtravés de la commission Duron. Il y a 4 lignes grande vitesse en construction. Elles seront toutes inaugurées entre 2017 et 2018. Au-delà, la commission Duron examine les critères qui doivent être ceux des futures lignes à décider. J'insiste auprès de vous sur le fait qu'il me semble que la priorité absolue doit aller au réseau existant, à son entretien et à l'amélioration des lignes qui sont aujourd'hui les plus en difficulté avec des ralentissements, les lignes saturées ou les lignes qui ne sont pas suffisamment robustes. Enfin, sur la transparence, vous l'avez dit, j'ai pris des engagements vis-à-vis des présidents de région. 1, des comptes par ligne. 2, un rapport du délégataire, comme dans les services urbains. Et 3, des tableaux de bord mensuels pour que les élus puissent peser le coût et les bénéfices de chacune des lignes et de chacun des services qu'ils développent. Sur la question posée par Madame Masson-Maret, qui portait sur les risques psychosociaux, je veux vous dire qu'on partage totalement votre appréciation, c'est-à-dire que c'est un sujet d'une extrême sensibilité. La société d'aujourd'hui, la crise, tout ça, c'est dur. Les risques psychosociaux existent. On prend ces affaires-là extrêmement au sérieux. On les traite par des accords d'entreprise avec les organisations syndicales, par la formation de nos managers et heureusement par l'existence d'une médecine du travail qui est une médecine interne à l'entreprise et qui permet que les situations de fragilité ou de risque soient appréciées de façon très proche des salariés. Et pour ce qui me concerne, c'est une préoccupation quotidienne qu'il n'y ait pas de passage à l'acte et que nous ne soyons pas devant des catastrophes humaines qui ensuite rejaillissent sur tout le corps social. En écho à ce que disait Monsieur Gérard Cornu, 2 questions. Qu'est-ce qu'on appelle les conditions de concurrence loyale et puis les lignes fragiles. Conditions de concurrence loyale, je le disais. Nous, comme entreprise ferroviaire historique, l'ancien monopole, nous devons accepter que la concurrence viendra. C'est au Parlement européen et au Parlement français d'en décider, mais ça viendra. Et vous en fixerez la date et vous en fixerez les modalités. Notre travail, c'est de préparer l'entreprise, qu'elle soit en état de gagner, j'espère, ou parfois de perdre des appels d'offres. Mais pour cela, il y a une règle absolue, il faut qu'on court, entre guillemets, la future compétition avec les mêmes règles. Je cite 2 exemples. D'abord, le cadre social harmonisé. Bon, on en a suffisamment parlé. Le cadre social harmonisé, c'est la garantie que les cheminots publics et les cheminots privés, ou les cheminots publics français et les cheminots publics allemands, espagnols ou italiens, auront les mêmes règles sociales, par exemple la même amplitude de travail, les mêmes taquets, le même nombre de jours de repos, pour qu'au fond, chacun puisse faire valoir la qualité de service, la robustesse, etc. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, les régimes fiscaux et légaux soient les mêmes. Typiquement, nous avons, nous, un taux de cotisation retraite qui est d'une dizaine de points supérieur à celui des autres entreprises. Il faudra traiter ce sujet-là pour que la SNCF ne soit pas dans une situation de pénalisation dans les futurs appels d'offres. Sur les lignes sensibles, il y a du bon et il y a du moins bon. On avait identifié une 12aine de lignes qui étaient fragiles. Je peux vous indiquer que sur 8 ou 9, nous sommes sortis d'affaires. Mais il en reste 3 ou 4 sur lesquels nous ne sommes pas sortis d'affaires et il faut remettre le travail sur le métier. Les lignes où nous n'avons pas terminé le travail, c'est Paris-Clermont, c'est Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, c'est Paris-Amiens-Boulogne et à certains égards Paris-Chartres-Le Mans, comme M. Cornu l'a souligné.
Le matériel est très ancien sur Paris-Chartres-Le-Mans. Il va heureusement être renouvelé. On va donc pouvoir faire un meilleur travail dans les années à venir, mais je ne considère pas que le service soit à la hauteur des attentes. Monsieur Capo-Canellas m'interpellait sur concrètement quels sont les 3-4 leviers pour améliorer le service aux voyageurs. Je les cite un peu dans l'ordre d'importance. Le premier, c'est l'arrivée de matériel neuf. La bonne nouvelle en France, c'est que sans doute, d'ici la fin de la décennie, nous serons proches de 100% de matériel ferroviaire neuf ou rénové en France. Proche. Ça, c'est quand même une nouvelle formidable. Ça a été un investissement des collectivités qui est tout à fait gigantesque. Je citais le chiffre de 7 milliards pour les régions. Ce n'est pas terminé puisque nous avons en commande 1 millier de trains supplémentaires neufs. Le deuxième facteur, c'est la rénovation des gares. On avait pris un très grand retard qu'on est en train de combler. Il y a 20 projets majeurs qui sont en cours en France de rénovation de gares. Le troisième sujet, c'est la modernisation des voies. Nous terminons actuellement ce qui s'appelait le plan Perben, qui a couvert la période 2009-2015. Et le gouvernement, Frédéric Cuvillier, nous a demandé de faire des prévisions nouvelles pour la période 2015-2020, toujours pour moderniser le réseau existant. Nous sommes en train d'y travailler avec Jacques Rapoport. Et enfin, concernant spécialement l'Île-de-France, moi je crois à deux choses. La fin de la guéguerre stupide RATP-SNCF. Avec Pierre Mongin, depuis maintenant 4 ou 5 ans, nous avons décidé d'unifier progressivement la gestion de nos lignes communes. Cette année, en 2013, nous allons unifier la gestion de la ligne B, nord-sud, et il nous restera la ligne A, est-ouest. Et puis deuxièmement, grâce à la réforme du système ferroviaire, en Île-de-France, on va rapprocher les questions d'infrastructure et les questions de services. Et nous allons pouvoir, dans quelques jours, annoncer, je pense que le ministre des Transports le fera lui-même, une organisation beaucoup plus intégrée en Île-de-France entre les voies et les trains. Sur les questions soulevées par M. Filleul, sur le fret, d'ailleurs, Mme Rossignol y est revenue et M. Navarro aussi. Moi, il me semble que, comme M. Navarro nous y incitait, c'est-à-dire si on veut prendre la profondeur, si on veut faire davantage de fret ferroviaire en Europe de l'Ouest, il y a 3 décisions lourdes à prendre. La première, c'est de trouver entre la route et le rail la zone de pertinence de chacun. Ma proposition, ça serait de dire la courte distance à la route, en l'acceptant, mais la contrepartie, c'est qu'il faut que les chargeurs et les routiers acceptent que les longues distances, le transit européen, les très longues distances, soient du ressort du rail. Des pays l'ont fait. L'Autriche, par exemple, interdit le transit des camions sur son territoire. Quand vous arrivez aux frontières de l'Autriche et que vous ne desservez pas l'Autriche, vous êtes obligé de mettre le camion sur le train. Le résultat, c'est une décision qu'ils ont prise il y a 30 ans. Le résultat, c'est qu'il y a 38% de part de marché qui est faite par le rail en Autriche. Et pourtant, c'est un pays libéral, avec une économie de marché. Mais ils ont pris des décisions en responsabilité. La deuxième condition pour réussir, c'est de réserver une partie des investissements au transport de marchandises. Là-dessus, il y a ce qui s'appelle dans notre jargon un plan Borloo, qui avait été adopté en 2008, avec 7 milliards d'euros d'investissements réservés au fret ferroviaire. Ce plan se met en œuvre progressivement. Il comporte par exemple un contournement fret de l'agglomération lyonnaise qui permettra aux trains de fret non pas de passer entre Pardieu et Perrache, mais aux trains de fret de suivre comme l'autoroute et de pouvoir éviter de passer par le centre de l'agglomération. Enfin, si on veut réellement faire du fret ferroviaire, il faudra un jour aborder à l'échelle européenne la contradiction entre la dérégulation sociale de la route et l'hyper-régulation sociale du ferroviaire. C'est sensible, mais si on n'aborde pas cette question de mode concurrent avec un mode hyper-régulé et un mode hyper-dérégulé, on risque d'être déçu sur le long terme. Je voudrais faire écho à ce que disait M. Philippe Hénol sur
au fond, les deux questions. Va-t-on voir des trains de fret circuler sur la tangentielle ouest? Ma conviction est que non. Cette décision a été prise il y a maintenant une quinzaine d'années de ne pas mettre de train fret sur la tangentielle ouest. Je ne pense pas qu'elle soit remise en cause. En revanche, nous sommes en train de travailler à une desserte ferroviaire du port du Havre et du port de Rouen, qui malheureusement étaient des ports dans lesquels l'essentiel du trafic était fait par la route. Donc électrification, modernisation et électrification Serqueux-Gisors, qui est commencée, qui devra se poursuivre, pour qu'il y ait un axe fret qui permette de desservir les ports normands sans passer par la ligne voyageur Paris-Rouen-Le Havre et en ayant un itinéraire fret. Enfin, sur la question soulevée par Madame Rossignol, je pense y avoir répondu. Je veux simplement redire que parmi les problèmes prioritaires, il y a pour nous les trains du Grand Bassin parisien, donc la desserte de l'Oise, de l'Eure-et-Loir, la desserte évidemment de la Picardie, la desserte du centre, avec des navetteurs qui font parfois des trajets très longs. Ces trains-là sont une priorité de modernisation, car nos usagers font souvent 1 heure, 1 heure et quart de trajet aller et retour, dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont en droit d'attendre. Je voudrais terminer juste par un mot sur l'intervention de Michel Teston, pour lui dire que sur la réforme qui s'annonce, nous sommes conscients de notre responsabilité, c'est-à-dire que la France est en train de construire son propre modèle de système ferroviaire, ou plutôt de tirer les enseignements de ce qui s'est passé ces 15 dernières années, qui n'est pas que négatif, mais qui n'a pas totalement rempli les aspirations. Et donc, nous sommes en train de construire un modèle à la française pour le système ferroviaire. C'est pour l'entreprise dont je vais avoir peut-être la responsabilité, une chance historique d'avoir un système ferroviaire français construit en France et non pas selon des normes souvent très bureaucratiques ou très théoriques qui ont été conçues ailleurs. Si cette chance nous est donnée, ça sera aussi notre responsabilité d'être à la hauteur de cette confiance. La réunification qui est envisagée, c'est au fond de dire à la famille cheminote, vous êtes un et un seul métier et le pays vous fait confiance et le pays vous donne de la visibilité. La contrepartie de cette confiance, c'est la performance. C'est le saut de performance que nous allons devoir faire, qualité de service, efficacité économique, sens du client, sens du service public. Et moi, c'est le sens du mandat que j'espère recevoir dans les jours et les semaines à venir. Bien. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous avez répondu, je pense, à toutes les questions, nombreuses, pertinentes, critiques, mais justifiées. Je pense que vous avez pu certainement percevoir, je pense que le respect et la considération de la plupart de mes collègues face à ce que vous avez fait, et aussi certainement, j'espère, tout à l'heure, leur expression de leur confiance pour le futur. Voilà. En tout cas, merci. Et donc, comme le veut, s'il n'y a pas d'autres questions, la procédure, je vais vous raccompagner et nous allons passer au vote, à moins que vous ayez un dernier mot. Le dernier mot, je ne sais pas si dans la tradition de ces auditions ça peut se faire, mais je vous remercie au nom des 250 000 salariés de l'entreprise de vos encouragements et de vos appréciations. Et je pense que les messages que vous nous avez passés seront très très positivement entendus. Je vous remercie. Voilà pour l'audition de Guillaume Pepy. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir le député UMP de l'Aisne, Xavier Bertrand.